Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 13 janvier. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une bonne année, surtout la santé. Des fois, on dit la santé, on le dit automatiquement comme un réflexe assez souvent, mais quand la santé est là, le reste va facilement. Puis je vous en souhaite une bonne année, mais surtout la santé. Alors, point numéro 1, c'est ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2024-041. Au point 2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de décembre 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, acquisition de cardio vélo aquatique, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Point numéro 6, législation de greffe. 6.1, adoption du deuxième projet de règlement, numéro B539-14, modifiant le règlement de zonage numéro B539 afin d'encadrer la garde de poules et de l'aménagement de poulaillers domestiques en milieu urbain. 6.2, observation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 9 décembre et les séances extraordinaires tenues le 16 décembre 2024. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures municipales d'une partie de la rue Notre-Dame, adoption de critères de sélection et de détermination de leur pointage. Numéro 8, organisme de développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure numéro 2024-041 pour le 1143 rue Notre-Dame. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. 10, autres sujets. 10.1, aide financière au Club de chasse et pêche de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2025 de la fête de la pêche. 10.2, aide financière à la fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien à des jeunes de la communauté. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Dans les affaires nouvelles, monsieur Jean-Marc. Non, je n'ai pas l'affaire nouvelle de mon côté, monsieur le maire. Non, j'en ai pas de mon côté. C'est bon, c'est bien. Non. Non. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 6 décembre 2024 au 9 janvier 2025. 13.2, liste de la correspondance de décembre 2024. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2024-041. Maître Ginet. Donc, un avis public qui est paru le 10 décembre 2024 concernant une demande de dérogation mineure, donc la demande de 2024-041 du décembre 1143 Notre-Dame. Donc, la demande était, donc, c'est dans le cadre d'une demande de permis de lotissement 2024-1006. C'est pour autoriser la subdivision du lot numéro 3 507 840 et la création de deux nouveaux lots, dont le lot projeté 6 647 991, qui a une largeur inférieure en façade à la norme permise. Donc, la demande d'autorisation mineure vise à autoriser la subdivision du lot 3 507 840 et la création d'un nouveau lot projeté qui présente une largeur en façade inférieure à la norme prescrite, soit 14,24 mètres au lieu du minimum de 15 mètres rigide pour un lot d'intérieur. Donc, le CCU a recommandé au Conseil municipal d'approuver la demande comme une fait de procès-verbal du CCU du 28. Donc, les personnes qui avaient un intérêt pouvaient transmettre le commentaire par écrit, donc il n'y a aucun commentaire qui était formulé par écrit.
Qu'est-ce qu'il y a des gens là, qui souhaitent intervenir concernant la demande de dérogation mineure au 2024-041 au 1143 rue Notre-Dame. Le point est prévu là aussi dans la loge. Alors, 3.2, rapport du maire et demande du conseil sur les activités municipales pour le mois de décembre 2024. Alors, de mon côté, le 3 décembre, j'ai assisté à la conférence de presse de Deschambault-Grondines qui avait loin à la RIPI de Cap Santé. Le 4 décembre, j'ai assisté à la table de concertation de l'immigration au niveau de la MRC. Le 5 et le 6 décembre, le conseil des entrevues pour le réceptionniste ici à l'Hôtel de Ville. Le 9 décembre, j'étais à la commission de développement économique au niveau de la MRC. Le 11 décembre, c'est le conseil des maires. C'est un programme double. On avait un comité de travail et plus la séance publique. Le 14 décembre, j'ai assisté, comme plusieurs d'entre vous, à la soirée des fêtes des employés des municipaux de la ville de Donnacona. Le 19 décembre, j'ai assisté au comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec. Le 19 décembre, j'ai participé au souper de l'Ange d'Or. Et le 27 décembre, j'ai assisté au match de hockey de Metal Perrault, dont la loge était réservée pour les employés de la ville. C'est complète le mois de décembre. Donc, comme à chacun des mois, je vais vous faire dresser un portrait des faits saillants des activités municipales du dernier mois. Donc, concernant mon poste à la direction générale, c'était la poursuite des travaux et évidemment la présentation du budget des opérations 2025 qui a eu lieu ici même le 9 décembre dernier, avec le plan triennal des immobilisations 2025-2027 également. J'ai participé également à des discussions avec un regroupement de propriétaires là, pour le prolongement de notre réseau d'aqueduc vers le chemin de la colonie et le chemin de la rivière aux Pommes, dont M. Thibodeau qui est ici présent ce soir. Participation à une rencontre d'échange avec la communauté métropolitaine de Québec sur le contenu du rapport sur l'opportunité de modifier le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Ça, c'était le 10 décembre dernier. J'ai été accompagné de M. le maire et M. Benoît Fignon, notre directeur de l'urbanisme. J'ai participé également au processus de recrutement pour le poste de nouvelle réceptionniste à l'Hôtel de Ville et j'ai participé à une formation sur la gestion de l'eau potable offerte par la Fédération québécoise des municipalités le 11 décembre dernier. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé et fait le suivi des séances régulières et des séances extraordinaires des 9 et 16 décembre dernier. Plusieurs projets de règlement qui ont été travaillés par Maître Gignac. Règlement décrétant la tarification pour les différents services de la ville. Règlement afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. On va y revenir un petit peu plus tard ce soir. Règlement imposant les taxes et compensations pour l'année 2025. Règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2025 et le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'avenue Matte et des rues Pagé et Boivin également. Maître Gignac a également poursuivi les travaux à mettre en place pour respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels, sur la gestion électronique des documents, sur l'optimisation des services administratifs également. Il a eu à traiter 3 demandes d'accès des documents et également officialiser une transaction immobilière qui fut signée au mois de décembre en compagnie de M. le maire. Évidemment, quelques dossiers de nature de gestion informatique et de gestion de ressources humaines également, là, que Maître Gignac a fait le suivi là-dessus. Au niveau du service des loisirs, évidemment, on est toujours dans la planification, le sport et la tenue de différentes activités. Je vous dirais qu'il y avait de la programmation pendant les fêtes, de l'ouverture sur certaines journées de notre aréna, notre centre aquatique également. Donc, il y a eu des programmations là-dessus. Et c'était les préparatifs en lien avec la 39e édition du tournoi de hockey budget qui se tient depuis la semaine dernière et qui va se terminer dimanche prochain. Il y a eu la préparation du bilan 2024 et de la vision 2025 pour la bibliothèque municipale également. D'ailleurs, au mois de décembre, on a eu 639 utilisateurs de notre bibliothèque. C'est un total de 2300 livres. C'est des prêts, en fait, 2335 prêts de livres qui ont été faits uniquement au mois de décembre à la bibliothèque. Donc, on voit encore sa popularité.
Et pour ce qui est de la fréquentation dans les bains libres au centre aquatique, c'est 1529 entrées qui ont eu lieu pour les bains libres uniquement. Donc, ça ne comprend pas les cours. Et ça, c'est uniquement en décembre. Mais c'est toujours, je dirais, la statistique demeure. C'est 40% de la clientèle qui provient de Donnacona, 20% de Cap-Santé, 6% des villes de Portneuf et de Neuville. Et on a 10 autres municipalités en plus de. On a des citoyens parce qu'on les a à cause des codes postaux, là, mais Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, Fossambeau, Saint-Justin et même des gens de Québec également qui viennent fréquenter notre centre aquatique. Au niveau de la cour municipale, il y a eu 62 constats qui ont été saisis pendant le mois de décembre sur l'ensemble du territoire des 8 villes dont Donnacona fait la gestion. Pour Donnacona, c'est 25 dossiers, donc ça représente à peu près 40% de l'ensemble des dossiers de la cour municipale. Là-dessus, je dirais que sur l'ensemble des constats, il y a eu 39% qui touchaient la circulation et 26% qui touchaient la vitesse. Et en décembre, il y a eu 2 séances de cour municipale ici même, avec un total de 46 dossiers qui ont été traités lors de ces 2 séances-là. Au niveau de l'administration, il y a une mise à jour de tous les projets d'investissement. Évidemment, la finalisation des travaux de préparation du budget. Il y a eu l'installation des outils, la formation pour le personnel pour l'optimisation des processus administratifs, rédaction de plusieurs redditions de comptes pour des nombreuses aides financières que la Ville a obtenues au courant des derniers mois et de la dernière année. On a également accompagné les auditeurs de la firme Mallette pour les travaux, ce qu'on appelle les travaux intérimaires d'audit de notre année 2024. Donc, il y a des travaux intérimaires qui se font la semaine avant les congés des fêtes et les travaux finaux vont se faire plus vers le milieu fin mars environ. Au niveau de l'urbanisme, du développement économique, on a terminé l'année avec 351 permis de tout genre. Là. Ça part de la réfection de clôture jusqu'à des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments principaux. Donc, c'est 21 nouveaux bâtiments principaux de Nakona. Donc, la valeur de ces 351 permis-là, uniquement en décembre, la valeur des travaux, on parle de 34 661 961 $. Donc, c'est encore une excellente année au niveau des demandes de permis. Il y a eu des suivis sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels également qui ont été faits par notre service de l'urbanisme. On parle de nouveaux commerces sur le boulevard des Écureuils. On parle de la dynamisation du lieu de Nakona. On parle des phases supplémentaires de Hope sur le fleuve dans le secteur là, des rues Veillette, Quentin, Pelletier, Lambert, dans ce secteur-là. Beaucoup de discussions, de rencontres en lien avec les réflexions des rues à venir. On parle des rues de l'Île, Papillon, comme on disait tantôt, Victorin, Matte, Boivin, Pagé également. La réflexion, le resurfaçage de la rue Guillemette également. Et des discussions en lien avec la mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jean-Cartier, dont M. Fillon, le directeur de l'urbanisme, a travaillé également. On est rendu au total à 84 compteurs d'eau d'installés chez nos commerces, les industries, les institutions. Donc, on en a 179. En fait, on a 179 ICI qu'on appelle, donc ça regroupe toutes les industries commerces. Donc, on est à 47% de l'objectif. Les commerçants ont jusqu'au 1er juin pour le faire. Donc, on rappelle pour les gens qui nous écoutent, là, les commerçants, vous reste encore 5 mois et demi pour vous conformer. La mise en vigueur du règlement est à compter du 1er juin 2025. On a terminé l'année avec 696 licences de chiens qui ont été octroyées ou renouvelées en 2024, comparativement à 785 en 2023. Et il y a eu 103 interventions qui ont été faites pendant l'année par la SPA de Québec, soit suite à des abandons, des captures par des cages ou des animaux qui ont été trouvés tout simplement. On a fait le suivi de quelques dossiers de plainte, évidemment. Un petit peu plus tranquille pendant la période des fêtes. Il y a eu des suivis à ce niveau-là, des suivis d'inspection préventive, des règlements de zonage. Et on a assisté en urgence. On a eu une demande de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières d'aller leur donner un coup de main d'urgence pour le traitement des demandes de permis. Ils ont perdu de leur côté leur direction à l'urbanisme. Ils étaient mal pris pour quelques semaines. On a pu leur prêter une ressource là, à l'occasion de 3 jours pendant le mois de décembre, là, un inspecteur municipal, et je pense que ça a très bien fait l'affaire de leur côté. Au niveau des travaux publics, bon, évidemment,
on a eu plusieurs aléas au niveau de la météo en décembre. On est passé des grands froids à des pluies de plus de 30 mm. Donc, on a même terminé l'année 31 décembre pratiquement sur le gazon. Donc, on a quand même eu 2 opérations de déneigement, contrairement à une moyenne de 5 opérations qu'on a habituellement au mois de décembre. La majorité de la main-d'œuvre fait affecter la mise en place des décorations des fêtes dans la ville. On a réparé 4 bris d'aqueduc qui sont survenus là, avec les nombreux dégels qu'on a eus, là, les plus vieilles conduites. Là. Il y en a qui ont rendu l'âme à certains endroits. Et évidemment, on a travaillé au déglaçage des grilles à travers les rues en prévision des pluies importantes qu'on a vécues. Quelques réparations mécaniques qu'on a fait. Évidemment, notre machinerie hivernale n'a pas été rudement mise à l'épreuve jusqu'à maintenant pour cet hiver. Mais il y a quand même quelques petites réparations qui ont été faites et on a fait l'embauche d'un signaleur supplémentaire également. Et on a eu le retour, là, on était bien heureux, le retour d'un employé qui est en arrêt depuis plus d'1 an en raison d'une maladie. Donc, on était content qu'il puisse revenir avec nous. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, suivi de plusieurs projets majeurs, donc la réfection des étangs aérés actuellement qui se déroule toujours dans le secteur de la rue Marcoux, en fait, à l'endroit de nos étangs. Les réservoirs de rétention et la réfection des rues que je ne renommerai pas, je vous ai parlé tout à l'heure. La poursuite de l'étude pour la capacité de nos infrastructures en amont de notre de notre usine de filtration jusqu'à la station de pompage de la rivière Jacques-Cartier. Donc, on a une firme d'ingénierie qui travaille là-dessus. On devrait avoir un rapport là, dans les prochains jours qui va nous arriver de cette firme-là. Il y a également eu des travaux de préparation en lien avec les rénovations de la toiture de l'usine de filtration là, qui devrait débuter en 2025. Pour les amateurs de statistiques, on a eu 92 593 mètres cubes d'eau qui ont été traités au courant de décembre. Je vous dirais que si on compare les 12 mois de 2024, malgré justement la hausse de la population dans les dernières années, c'est pratiquement 55 000 mètres cubes d'eau de moins en 2024 qui ont été traités comparativement à 2023, et c'est 162 000 de moins que 2022. Donc, quand on dit, oui, il y a eu la détection de fuite qui s'est faite, mais qu'il y a eu des bonnes habitudes qui ont été prises par les citoyens, on en a des preuves tangibles de ce côté-là. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 3 décembre dernier, une pratique en collaboration avec le service de Neuville le 10 décembre. C'est 17 sorties qui ont eu lieu en décembre, donc un petit peu plus élevé que la moyenne. Là-dessus, il y a eu 2 feux de bâtiment, 3 accidents de véhicules, 5 alarmes incendie et des vérifications de prévention également chez certains citoyens. Notre directeur a participé à 3 rencontres du comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf en vue de la révision du schéma de couverture de risque. Et on avait 4 pompiers qui étaient en formation. Je vous l'avais mentionné lors des dernières semaines qui avaient suivi leur examen au mois de novembre. Bien, les 4 ont passé leur examen avec succès. Donc, c'est maintenant des pompiers officiellement embauchés avec le statut de pompiers formés. On a tenu également 4 exercices d'évacuation avec notre technicienne en prévention incendie au courant du mois de décembre pour vraiment terminer l'année avec un parcours parfait au niveau des actions qu'on avait à prendre et à surveiller pendant l'année 2024 là, pour la détection des détecteurs de fumée, les visites d'inspection de prévention chez des commerces, des industries. On a rencontré nos cibles à 100% et c'est sûr que c'est en lien direct avec l'envers de notre ressources au mois de février dernier. Donc, je dirais que ça résume bien là, les faits saillants du mois de décembre. Oui, merci, M. Armand. À la prochaine. Bonsoir, merci. Petit mot concernant le comité de suivi de la politique familiale et des aînés. Une rencontre de suivi devait avoir lieu avant les fêtes. On a dû l'annuler. Le comité est rendu plutôt restreint, donc quand il manque une personne, ça paraît. Donc, on a annulé, puis ça va être à rectifier dans les prochaines semaines. Oui, bonsoir de mon côté. J'ai eu une rencontre de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Madame Junot nous a annoncé fin novembre dernier qu'elle anticipait sa retraite un petit peu plus tôt que prévu. Donc, elle nous a envoyé une lettre
de démission, mais en nous présentant aussi le 17 décembre son remplaçant, qui est M. Marc-André Voyer. C'est quelqu'un qui travaillait à la MRC de Portneuf. Il commence officiellement aujourd'hui, sauf que depuis la mi-décembre, il était avec Mme Junot à temps partiel parce qu'il avait terminé son mandat à la MRC. Alors, à partir du 23 janvier, il va commencer les visites des immeubles, va rencontrer les résidents pour la reconstruction des baux et tout ça. Mme Junot demeure disponible, comme elle dit souvent, elle est juste au bout du fil là, quand il y aura quelque chose à peut-être là. Les premières semaines de janvier, elle avait pris des vacances. Elle va être en soutien justement avec M. Voyer là, pour les 2-3 prochaines semaines. Après ça, au besoin, comme je le dis là, sur téléphone. M. Voyer voulait aussi faire la mise en place là, du plan d'action 2025, sauf que la majorité des membres du CA de l'Office ne seront pas des candidats aux prochaines élections. Donc, pour lui, il préfère, puis je comprends, il préfère attendre plus à l'automne avec les nouveaux candidats là, pour mettre en place un plan d'action. Alors, voilà, c'est tout. Merci. Oui, bonsoir. Le 13 décembre, c'était une rencontre du CA du comité du jumelage de Nakona-Vernac. C'était pour préparer l'Assemblée générale qui a eu lieu, qui s'est tenue hier après-midi. On a changé beaucoup d'affaires, mais on vous a donné d'autres au prochain jour. On va mettre ça, compliquer ça. Puis le 14, on a eu notre souper des fêtes avec les employés. Il y a une soirée, très belle soirée, et c'était bien agréable. C'est mon mois de décembre. Merci, M. Pagé. Mme Lambert. C'est le maire, bonsoir. Le 3 décembre, j'avais le CA de la Corporation du bassin de la Jean-Cartier. C'est la même routine que d'habitude, sauf que on a fait quelques modifications aux règlements généraux. Et maintenant, on a nommé la firme Mallette pour les états financiers pour l'an prochain. Ensuite, il va y avoir la concertation pour ce que je vous avais parlé, le plan directeur de l'eau qu'on avait monté. Donc, il y aura quatre rencontres, une en janvier, février, mars et avril. Comme les autres, le 9, la présentation du budget. Le 12, j'ai eu le CA de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Ce que je peux vous dire là-dessus, on a une conférence de presse qui va avoir lieu fin janvier pour le projet de tubulure que j'avais parlé là, un petit peu auparavant. Donc, ça va être le projet de tubulure avec la Fondation du COVID et la PHP. Ça va être fin janvier que les conférences de presse vont se faire. Et c'est à peu près le groupe de ce qui s'est passé la Régie régionale de gestion de matières résiduelles et le souper le 14 avec les collègues et les employés. On parle de tubulure, on parle-tu des élabières, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui, ce que j'avais parlé, là, on essaie de la Régie régionale a déjà donné l'autorisation, les gens peuvent aller porter la tubulure à l'éco-centre. Mais là, c'est vraiment toute l'organisation qui va se faire avec ça, avec le projet de tubulure. C'était la question. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. De mon côté, au mois de décembre, en fait, j'ai eu une rencontre avec les officiers le 3 décembre dernier. C'est beau de voir la cohésion qui est de plus en plus apparente entre les employés de la caserne de Neuville et les employés de Nakona. On voit qu'il y a une belle chimie entre tout ce monde-là de plus en plus. Et j'ai eu aussi une rencontre avec le CA de la PHP, l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Puis ils développent de plus en plus de projets. Ils vont faire du bénévolat, aller voir justement tous les vendredis. Ils vont possiblement aller aussi à la régie régionale à partir de la fin février. Puis ils développent d'autres partenariats avec d'autres entreprises, là, entre autres également de faire des repas préparés, d'aller les porter dans les frigos solidaires pour les personnes dans le besoin. Donc, c'est un beau projet en continuation. C'est tout pour moi. Merci. Madame Blake. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je n'ai que 2 points. L'un, c'est concernant l'espace ludique qu'il y a à la bibliothèque. Il va y avoir un rafraîchissement. J'en dis pas davantage. Et l'autre, c'est concernant la dynamisation du centre-ville. Il va y avoir un investissement dans l'armée, la petite bureau de poste, entre le bureau de poste et la maison de la culture. Voilà.
C'est juste ça. Ça tire, puis ça va être fort joli. Vraiment, ça va être bien aussi au niveau de la valorisation du patrimoine. Merci. Alors, ceci conclut les points numéro 3, point numéro 4 pour la période de questions. Est-ce que les gens ont des questions? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Les gens avaient jusqu'à 15 ans cet après-midi, comme d'habitude, et on n'a reçu aucune question en ligne de la part des citoyens. OK. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ouais. Venu particulièrement pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Je vais en profiter pour poser des questions. Comme par hasard. C'est une année d'élection. Si vous souhaitez, je vous souhaite bonne chance. S'il y a de la concurrence, ce n'est pas parce que vous ne faites pas un bon travail, mais c'est parce que c'est ça la démocratie. Alors, je vous souhaite et je n'en serai pas. OK, maintenant. Merci. Faites du bon travail. Mon premier point, c'est ce qui, au fond, ça va avec le 5.1. Je vais en parler tout de suite, pas d'objection. Oui. Bon, il y a dans le budget d'immobilisation de l'année, il y a déjà l'acquisition de 5 bulots spinning aquatiques, je pense. Et ça s'ajoute. Non. En fait, je peux vous répondre rapidement, M. Fulbert, là-dessus. C'est que il y avait effectivement dans le budget des immobilisations une somme de 15 000 $ qui avait été réservée pour faire l'achat de 5 vélos de cardio, vélos aquatiques. Et tout juste la semaine avant de partir pour les fêtes, une fois que le budget est accepté, notre coordonnatrice aquatique commençait à regarder ça. Bien, elle avait déjà des estimations en main, mais là, elle a vu passer une promotion. Et ça fait en sorte que les vélos, on va les payer 3 000 $ de moins, donc 12 220, mais il fallait en faire l'acquisition tout de suite. Donc, au lieu qu'on fasse un règlement d'emprunt qui aurait fait en sorte que le 15 000 serait venu à terme à peut-être 18 000, ben, on va le piger dans le surplus cumulé et il n'y aura pas d'emprunt sous l'emprunt parapluie qu'on devait faire par rapport à ces équipements-là afin d'économiser. En fait, c'est 2 780 $ qu'on économise parce que les 5 vélos vont coûter 12 220 au lieu de 15 000. Donc, on a sauté sur l'occasion. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on l'affecte via le surplus non autrement affecté, mais il n'y aura pas d'emprunt comme il était prévu dans le PTI. Mais on réalise le projet. Ouais, bon, c'est un bon choix, là, puis tout ce qui se rapporte à la santé ne peut être que bon. C'est une façon en même temps d'augmenter, sans augmenter le budget d'opération de l'année en cours, parce que si l'achat avait été fait au moment où vous avez préparé le budget, pour faire la même chose, vous auriez été obligé de puiser dans le surplus. De toute façon, on ne fera pas une grande discussion sur ça, c'est une bonne idée. On en a eu 6 aussi, on en a eu 5. Oui. 6 vélos au lieu de 5. C'est sur le 5. Comme disait Yvon Deschamps, à partir de combien, puis ça ne va coûter rien. C'est une baisse à chaque fois. Deuxième point, parce que ça découle un petit peu du surplus. Vous connaissez comment est-ce que je suis sensible au surplus. Les comptables, la firme vous dit que c'est 10 % du budget. Ce qui recommande. OK. En 2024, le budget était de 15 600 000, ce qui représentait 156 000 d'objectifs. D'accord avec ça? On est plus à 150 000, on est plus à 1,5 million. Oui, si je peux. Exact. Il y a Chacun son 1 million 400 000 de différence. Chacun son tour à se tromper. Donc, 1 560 000. Alors, le budget 2025 est parce qu'on ne comprend pas les immobilisations là-dedans, j'imagine, là, ou seulement la partie qui est financée par le budget des opérations, oui. Le budget, donc, est de 16 273 000.
Donc, ce qui représente 1 million, je me trompe pas, 1 625 000 proposé par, suggéré par la firme. Ce qui veut dire que jamais on aura atteint l'objectif parce que à chaque année, le budget augmente et on augmente de 10%. Donc, à chaque année, on a un petit peu plus à mettre dans le 10%. Ben, c'est pas une obligation d'atteindre l'objectif, c'est une recommandation des firmes comptables pour dire que c'est là pour comme un bas de laine, autrement dit. Mais c'est pas un objectif qu'il faut absolument atteindre d'avoir le 10%. Il y en a, ça dépend, est beaucoup plus beau. Et c'est pas un objectif obligatoire qu'on se donne. Parce que vous en parlez quand même comme étant un objectif à atteindre, mais pas obligatoire, je suis d'accord avec vous. C'est ça. C'est recommandé pour être en bonne santé, c'est une question de Bonne sécurité. santé financière. C'est comme c'est mon budget personnel, tu sais, j'essaie d'avoir un 6 mois en fond, tout à coup, il arrive quelque chose. Mais des fois, j'en ai pas pour 6 mois, puis des fois, j'en ai pour 8 mois. Vous avez C'est ça? vrai, là, pas 8 mois, mais bon, fait que ça varie selon les événements qui nous arrivent, là. Fait qu'on ne cherche pas absolument à avoir 1,6 million, mais de se garder avec un surplus confortable s'il arrive un désastre. Par exemple, comme pour acheter les... Ah, ça, c'est tout qu'un désastre, acheter des vélos carrés. J'avais un lien avec ça. Ah ouais. Est-ce que ça se peut que j'ai vu passer quelque part que vous mettez 80 000 de genre de réserve pour la question de la neige? J'ai-tu rêvé En fait, on a parlé lors de la présentation du budget le 9 décembre dernier. Puis on a créé une réserve, c'est un souhait des membres du conseil depuis quelques années pour éviter d'avoir à jouer avec le budget déneigement. Bien évidemment, un budget déneigement, c'est une prévision, c'est un budget qu'on fait, mais on ne connaît jamais, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ça va être quoi les précipitations pour la prochaine année. Donc, on prend le meilleur de nos connaissances, l'exemple des 10 dernières années, puis on fait le moyen avec ça. Mais il arrive des années comme l'année 2018, comme l'année 2013, où là, il tombe énormément de centimètres supplémentaires. Donc, on doit faire l'allocation de camions supplémentaires. En tout cas, bref, toutes les dépenses qui viennent avec ça. Donc là, ça vient jouer. On a des budgets stables. Puis il y a une année qu'on doit aller épuiser. Donc, on doit aller chercher soit dans le surplus. Et l'année d'après, où on se budgète, exemple comme l'an passé, on avait un budget qui était plus élevé. Finalement, on n'a pas eu à dépenser l'ensemble des sommes qu'on avait budgétées. Donc, on se disait, au lieu d'avoir à jouer comme ça, bien, on va se donner une réserve. Puis cette réserve-là, en fait, on va s'en emprunter à nous-mêmes. Si jamais on en a besoin, on va chercher dans cette réserve-là. Puis l'année d'ensuite, où on a une économie, bien, on le met dans cette réserve-là. L'intention était vraiment de la créer, la réserve-là. Et là, on est en mesure, avec nos résultats financiers 2024, de pouvoir la préparer en conséquence. Au fond, vous avez une petite tendance écureuil. Les écureuils, ils se font des petites réserves partout, là. C'est une tendance intelligente. C'est plus comme ça que je l'appellerais. Mais au fond, c'est du surplus que vous utilisez pour ça, comme je l'ai dit d'ailleurs. Oui. Donc, vous avez comme puisé dans le surplus pour équilibrer le budget, mais sans puiser dans le surplus. On n'a pas utilisé le surplus pour équilibrer le budget à 0 moment. C'est 0 $. C'est 0, M. Gilbert. Il n'y a eu aucune somme qui a été prise dans le surplus pour équilibrer le budget. Ça fait 3 ans qu'on le fait. D'où vient les 80 000? Le 80 000 c'est une réserve qu'on se crée. Oui, mais... Oui, c'est une réserve. Dans notre surplus oui, on l'indique dans le budget pour être transparent, on le mentionne à tout le monde. Oui. Comme notre surplus non affecté, l'année 2024, l'audit intérimaire est commencé, là, mais on s'enligne pour terminer l'année avec un surplus d'environ 650 000 $. Donc, ce surplus-là, qui était fait par différentes économies qu'on a pu faire, tant sur les ressources humaines ou sur des projets qui ont coûté moins cher, ces sommes-là, on est en mesure de pouvoir en prendre puis d'en mettre dans notre surplus tant aussi longtemps qu'on est dans
la norme raisonnable et recommandée par les firmes. Là. Donc, cette réserve-là, on ne s'en est pas servi. Parce que lorsqu'on se sert d'une réserve pour inclure dans un budget, on vient biaiser un budget. On vient biaiser un budget. Ça veut dire une réserve de surplus. Oui, quand on a un surplus, là, une réserve, là, un surplus, peu importe comment on l'appelle, ce surplus non affecté-là, ben, c'est la marge de manœuvre qui peut nous aider à pallier à différentes situations qui peuvent arriver dans une année et qu'on n'a pas à aller emprunter, à faire des démarches, qu'on peut avoir l'argent rapidement. Est-ce que je peux juste vous poser une petite question? En fait, quand en 2023, on a un budget de 15 millions, ce n'est pas 1 500 000 de cette année-là qu'on essaie de mettre en surplus. Et l'année suivante, 1 600 000, ça ne s'accumule pas, c'est 1,6 au total de l'année 2024. Tu ne fais pas dans la même année 1 500 000. Non, je sais ça qui est Très conscient de ça. Là. Ça fait. Ça dépend des terrains. Mon intelligence est limitée, mais pas pour ça. Non, mais je sais ça. OK, merci. Faut que je veuille votre intelligence. Ensuite, c'est donc la première période de questions. Alors, on continue au point numéro 5, administration 5.1. Alors, c'est l'acquisition de cardio-vélo aquatique, affectation du surplus non autrement affecté. Je pense qu'on a déjà pas mal assez bien expliqué. Mais alors, considérant les besoins de la ville pour procéder à l'achat de cardio-vélo aquatique pour le centre aquatique, et considérant que cette dépense était initialement prévue d'être affectée à même un règlement de dépenses en immobilisation de type parapluie, considérant qu'il s'avère plutôt opportun d'affecter cette dépense au surplus et non autrement affectée de la ville, et considérant que le coût de cette acquisition s'élève à la somme de 12 220 $, incluant les taxes nettes, alors la résolution que le conseil municipal affecte la dépense de 12 220 $, incluant les taxes nettes, pour l'acquisition de cardio-vélo aquatique. Je vous donne la proposition. Je propose. 50. Donc, point numéro 6, législation de greffe. Alors, 6.1, adoption du deuxième projet de règlement numéro V539-14, modifiant le règlement de zonage numéro V539, afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulaillers domestiques en milieu urbain. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il y a eu un règlement de zonage qui est le numéro V539, pardon, qui est entré en vigueur en février 2014, et que le Conseil peut modifier ce règlement-là suivant toutes les dispositions sur la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant que le règlement de zonage ne prévoit aucune disposition pour encadrer la garde de poules et l'aménagement associé à cet usage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le Conseil est d'avis que le règlement de zonage doit être bonifié pour imposer certaines conditions applicables à la garde de ces petits animaux et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation de l'usage avec les autres activités exercées en milieu urbain. Donc, il y a eu une assemblée publique de consultation au mois de juillet dernier, le 8 juillet exactement. Il y avait eu un premier projet de règlement qui avait été déposé, où il y avait eu des questions des citoyens présents. Donc, il y avait été des interrogations, des questions, des commentaires. Donc, le service de l'urbanisme avait regroupé un peu tout ça. Et il y a un deuxième projet de règlement qui a été préparé, discuté avec les membres du Conseil au courant des dernières semaines. Je vais faire le résumé, mais en fait, je vais vous dire l'ensemble des modifications en lien entre le premier projet de règlement et celui-là. Donc, évidemment, c'est suite à l'Assemblée publique, comme je vous disais, du mois de juillet, qu'il y a eu des ajustements qui ont été apportés à des dispositions. Donc, voici les modifications. Premièrement, c'est à l'article 7.2.16. On a ajouté dans les généralités, là, on disait que la garde de poules et la construction d'un poulailler domestique était autorisée en complément d'une habitation unifamiliale, isolée, jumelée ou en rangée. Et on a ajouté ou bifamiliale isolée également, située dans les zones résidentielles, zonées, ce qu'on appelle communément RA, RB, RM ou RV, avec le centre-ville et avec des zones mixtes. Le minimum est passé de 3 à 2. Donc, pour être en mesure de respecter le règlement qui sera adopté peut-être ce soir par les membres du Conseil. Donc, ce sera un minimum de 2 et un maximum de 5 poules qui sera autorisé par terrain.
Évidemment, la garde de coq, elle, est interdite. Bon, on a fait plusieurs modifications. On a spécifié que c'est des poulaillers domestiques. C'est la tendance dans les règlements dans plusieurs villes. Donc, ça, à plusieurs endroits dans le règlement, vous avez vu, là, ça a été ajusté. On dit à l'article, au deuxième alinéa de l'article 7.2.16.1, on dit que malgré ce qui précède, les poules peuvent circuler librement dans la cour latérale ou arrière d'un terrain à l'intérieur de laquelle est aménagé le poulailler domestique, à la condition que le poulailler domestique soit accessible aux poules en tout temps et que cette partie du terrain soit entièrement clôturée et fermée pour empêcher évidemment les poules d'en sortir par une clôture qui respecte les exigences de la section 9.4.1 du règlement. Donc, ça, c'est une autre modification. Les autres, je vous dirais, il y a le quatrième alinéa de 7.2.16.2 qu'on parle des normes relatives à la conception d'un poulailler. On dit que la partie fermée du poulailler domestique doit être munie d'une toiture rigide et étanche et l'enclos ou une partie de l'enclos ou de la volière doit être recouvert d'une toiture étanche sur au moins 25 de sa superficie. On a ajouté, étant donné que le minimum est passé de 3 à 2, donc c'est 1,3 mètres carrés par poule pour la superficie au sol du poulailler domestique. Donc, on est venu rajouter dans le tableau, avec le nombre de poules de 2, de 2,6 mètres carrés qui n'apparaissait pas au départ. Et je vous dirais que la dernière modification apparaît dans les normes d'implantation applicables à un poulailler domestique. Donc, on dit qu'un espace minimal de 3 mètres doit être laissé libre entre le poulailler domestique et le bâtiment principal ou un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal. Et la modification est la suivante, c'est qu'on vient de dire que dans le cas d'un terrain sur lequel est érigée une habitation bifamiliale isolée, on l'a rajouté là, dans un des premiers alinéas que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, un espace minimum de 3 mètres doit être également laissé libre entre le poulailler domestique et un espace extérieur pouvant être occupé ou utilisé par un occupant ou un locataire du logement qui n'est pas associé à la garde des poules. Donc, ça avait été signifié lors de la consultation publique également, dans l'optique où on a ajouté des habitations bifamiliales isolées. Donc, ça fait le tour des modifications qui ont été faites en lien avec la période de consultation, la consultation qui a eu lieu ici, les discussions qu'il y a pu avoir entre les membres du Conseil lors des dernières semaines. Donc, le but de la résolution de ce soir est de voir à l'adoption du deuxième projet de règlement qui serait le règlement V539-14 qui modifierait justement le règlement de zonage V539 pour encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Merci, M. Jean. Je vous donne un propos. Je propose. Ouais. Quelqu'un est contre. Avant de passer au point suivant, peut-être juste mentionner l'adoption du deuxième projet ce soir. Donc, la prochaine étape au niveau de l'adoption de ce règlement-là, en fait, la prochaine étape, dans le prochain jour, il va y avoir un avis public qui va paraître. Le règlement également va être publié là, sur le site Internet. Donc, il y a des dispositions. Ces dispositions-là sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, dans l'avis, il y aura les modalités. Si quelqu'un, des gens voudrait demander une approbation référendaire, donc ça va paraître dans les prochains jours. Dans la mesure où il n'y a pas de demandes qui sont valides, qui sont déposées, le Conseil pourra à ce moment-là adopter le règlement final. Une fois adopté, il doit être envoyé à la MRC pour l'approbation. C'est les prochaines étapes au niveau de l'adoption de ce règlement. Merci, M. Alors, 6.2. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre et des séances extraordinaires tenues le 16 décembre 2024. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit accepter, doit approuver les procès-verbaux des séances ordinaires, des séances du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances de décembre, donc une séance ordinaire le 9 décembre et 2 séances extraordinaires le 16 décembre. Donc, évidemment, vous aviez dans vos documents les procès-verbaux de chacune de ces séances du Conseil. Si, alors, un proposant. Je propose. Petit compte. Conclut les points numéro 6. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1.
mandat de service professionnel d'ingénierie relative à la réfection complète des infrastructures municipales d'une partie de la rue Notre-Dame, adoption des critères de sélection et de détermination de l'appointage. Jean. Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à des travaux de réfection complète des infrastructures d'une partie de la rue Notre-Dame en 2026, donc non pas en 2025, mais en 2026. Donc, c'est une partie de la rue Notre-Dame entre les rues Marcoux et du Manoir, donc c'est sur pratiquement 1,3 km de long. Considérant que les services d'un bureau d'ingénieur conseil sont requis pour réaliser les plans de vie du projet, effectuer les travaux de surveillance de chantier, considérant les règles applicables relatives à l'adjudication des contrats de services professionnels, considérant la mise en application du système qui prévoit que le conseil doit adopter les critères de sélection, déterminer le pointage maximum. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'adopter les critères de sélection et les pointages tels que décrits pour faire l'évaluation des offres de services professionnels pour le mandat cité en titre. Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les offres et la description de chacun de ces derniers est jointe en annexe à la présente résolution. Donc, les membres du conseil l'ont dans leur possession. Donc, on parle de l'expérience du soumissionnaire pour 25 points, la compétence et la disponibilité du responsable du projet pour 25 points, l'organisation de l'équipe de projet pour 25 points également, l'échéancier de travail et la présentation des biens livrables pour 20 points et la qualité de l'offre de service pour 5 points. Donc, il y a 5 critères là, qui vont être. Il y a une évaluation qui est faite avec des pourcentages, là, que ce soit excellent, supérieur, satisfaisant, peu satisfaisant. Donc, ça se décline en pourcentage. Tu multiplies par le nombre de points. Donc, c'est la formule un peu habituelle. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir d'adopter ces critères de sélection. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, c'est ce qu'on pour le numéro 7, pour le numéro 8, l'urbanisme et le développement économique, 8.1, autorisation des dérogations mineures numéro 2024-041 pour le 1143 rue Notre-Dame. Alors, je ne pense pas à travers, je pense que le maître Gignac avait très bien expliqué au début de la séance. Alors, la résolution est autorisée la demande de dérogation mineure 2024-041. Je vous donne un proposant. Je propose. Alors, on va passer au point numéro 10, qui est autre sujet, 10.1, aide financière au club de chasse et pêche de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2025 de la fête de la pêche. Alors, considérant que la correspondance reçue par le club de chasse et pêche de Donnacona, par laquelle l'organisme sollicite une demande d'aide financière de la Ville pour l'organisation de leur édition de 2025 de la fête de la pêche, il constate que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 1 000 $ au club de chasse et pêche de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2025 de la fête de la pêche qui se tiendra le 7 juin prochain au Parc familial des Berges et d'autoriser une dépense de 1 000 $ en même poste budgétaire. Vous en avez proposé. Je propose. Alors, 10.2, aide financière à la fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté, considérant la correspondance reçue par la fondation, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour le soutien des jeunes de la communauté, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 1 750 $ à la fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté et d'autoriser cette dépense à un poste budgétaire. Je propose. Quelqu'un est contre? Deuxième panel des questions. C'est une question. Concernant le règlement sur les poules, là. D'abord, je voudrais que le message se rende au directeur de l'urbanisme. Ça a été un exemple de consultation, l'ouverture dont il a fait preuve, l'écoute, la vraie écoute. Moi, je me sentais écouté quand je lui parlais. Je pense que ça mérite des félicitations. J'imagine que c'est vrai pour tous les directeurs de service, mais celui-là, j'ai eu l'occasion
de le voir. Sur le règlement lui-même, quand on avait parlé, là, il y avait la définition du poulailler. Est-ce que ça a été changé? Outre que les modifications qu'on a apportées dans ce que j'ai mentionné tout à l'heure, là, il y a eu uniquement le terme poulailler domestique, là, mais la définition en tant que telle, là, elle n'a pas été modifiée. Et donc, le poulailler, dans la définition, comprend la bâtisse et l'enclos. On dit dans la définition, dans la terminologie, poulailler domestique, une construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules en milieu urbanisé, comprenant le bâtiment fermé ainsi qu'un enclos extérieur ou la volière où sont gardées les poules. C'est la définition qui est à la section qui a été ajoutée à la section 2.5 du règlement de zonage. OK, parce que quand on parle de la 10 mètres, je ne sais pas par cœur, là, 3 mètres par poule, c'est pour le poulailler incluant l'enclos ou le poulailler bâti. C'est pour ça qu'on avait suggéré de séparer les deux pour que ce soit plus clair. Oui, parce que le 1,3 mètres par poule, il me semble que c'est juste. Pas statistique. Non, la volière, c'est la volière, mais c'est pas les deux ensemble. Non, c'est ça, la volière. Et dans le règlement, je pense qu'on dirait que c'est tout au complet. On dit que la superficie au sol d'un poulailler domestique comprenant sa partie fermée et l'enclos ne doit pas excéder 10 mètres carrés. Sa superficie au sol minimale est déterminée en fonction du nombre de poules qui sont gardées. Donc, le 2,6 mètres carrés, c'est la superficie au sol minimale du poulailler domestique en tenant compte que c'est 1,3 mètres carrés par poule. Ouais, 2 poules minimum. Mais ça inclut et la bâtisse et l'enclos. Comprenant sa partie fermée et l'enclos. Les deux. C'est beau. Surprenant, mais beau. Ça va des petites poules. Mais il y aurait possibilité juste de vérifier que. Non, c'est pas long. Il me semble qu'un mètre, 1,3 mètres pour une poule pour la volière, ou qu'elle mange, ou qu'elle dort, puis ou qu'elle tombe. Mais c'est un poil pour mètre carré. Oui. C'est pas vraiment 5 gros, 000, c'est à là. peu près ça aussi. Une volière dans le point 6. Catégorie. Ouais. La pirale. Non, mais en France, moi, je pense que c'est correct pour une poule. Je suis pas certaine que. Mais c'était cette dimension-là, ça a été la même depuis le début. C'était celle qui était commandée par Mme Marbourg, là. Oui, parce que on avait un minimum de 3,9 mètres carrés qu'on avait discuté en juillet. Donc là, la norme de 1,3 mètres carrés, c'est pas la ville de Duncan qui l'a inventé. Ça provenait justement des ressources. Ouais. Alors, on va passer au point numéro 13, qui est le dépôt de documents. Alors, ce dépôt, les listes, c'est déposé du 6 décembre au 9 janvier. Alors, la liste, c'est que c'est des chèques émis pour le montant de 33 123,71 $. La liste des dépôts émis pour 2 999 037,05 $. La liste des prélèvements de 233 989,48 $. Et la liste des déboursés de services à la dette pour un montant de 34 668,75 $. C'est la trésorière qui dépose le tout, mais c'est un dépôt pour besoin de résolution. 13.2, c'est la liste de correspondance déposée. Point numéro 14, le de la séance, on a besoin d'un proposeur. C'est ici qui conclut la séance de conseil. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée.